Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous parler de tout ce que j'ai lu cet été. Il était temps, quasiment un mois après l'arrivée de l'automne. Il est encore tôt à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. D'ailleurs, je crois que ça va pas être possible le soleil. En fait le soleil va se lever au fur et à mesure de cette vidéo et je pense que ça va pas être possible. Attendez. Je me suis fait un petit café, vous pouvez faire de même. Je viens de jeter mon téléphone alors que j'ai écrit mes notes dessus. Rien ne va. Est-ce que je suis pas un peu dans le noir en fait là maintenant? Oh je sais pas, c'est chiant. Franchement c'est chiant les réglages pour tourner une vidéo, c'est jamais les mêmes. J'ai le nez qui coule. Ça c'est toujours pareil par contre. Bon écoutez, on va faire avec. J'espère que la luminosité n'est pas trop dérangeante. En fait c'est surtout moi qui vais être dérangée au montage parce que ça se trouve vous n'y verrez que du feu. Je vais donc vous parler de tout ce que j'ai lu cet été. Un été qui n'a pas été très prolifique en termes de lecture pour moi puisque bon, je me souviens déjà plus trop de comment les choses se sont goupillées, mais je me souviens que quand l'été est arrivé, j'étais au fin fond de ma pile à lire, puisque je n'avais pas acheté de livres, de romans de tout le début de l'année 2021 et j'étais vraiment dans une optique de vider ma palle parce que je n'en veux plus, enfin en tout cas je n'en voulais plus pour arriver au Pumpkin Autumn Challenge et ensuite pouvoir me défouler un petit peu. Et donc d'un côté j'étais très contente parce qu'il me restait je sais pas 5 ou 6 livres dans ma pile à lire, et d'un autre côté j'étais désespérée puisque ces 5 ou 6 livres, je n'avais pas du tout envie de les lire. C'est un peu le problème quand tu arrives au fond de ta pile à lire, c'est que souvent il te reste les livres que tu as repoussés pendant des mois voire des années et bien souvent aussi que tu n'as toujours pas envie de lire quoi. Attendez, cette luminosité me dérange. Donc ce que j'ai fait pour avoir la satisfaction de terminer un livre, c'est que je me suis replongée dans Dune de Frank Herbert que j'avais commencé en décembre 2020 pendant la lecture commune de Cornelius. Oui, c'est honteux. Je l'avais toujours pas fini, il me restait, je sais pas, il me restait 200 pages, je sais plus combien de pages il me restait, mais il m'a fallu 2 sessions de lecture pour le terminer, alors que ça faisait 8 mois qu'il était en pause. Dune, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai toujours eu peur de le lire parce que, puisque ça a été publié dans les années 60, j'étais persuadée, et à tort, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que le style allait être ardu, un peu lourd, un peu difficile, un peu vieillot quoi, un peu passé, et en fait pas du tout. Ce qui m'a surprise dès les premières pages, c'est vraiment cette fluidité, cette facilité d'écriture, on ne ressent pas du tout les 50 ans qui sont passés. 60 même. Très bonne surprise à ce niveau-là. Je vais pas vous faire le résumé de Dune parce qu'on en entend parler partout, du livre, du film. Film que je suis allée voir d'ailleurs il y a pile une semaine, que j'ai trouvé vraiment très bien. Ce que j'adore dans Dune et qui m'a vraiment soufflé, ce que j'ai trouvé le plus impactant, c'est l'univers et toute cette dimension écologique. Frank Herbert a vraiment réussi à créer un univers incroyable avec des enjeux écologiques hyper intéressants et hyper innovants. Enfin, moi, 60 ans plus tard, j'ai encore jamais rien lu de semblable. En fait, il y a tellement de choses intéressantes dans ce livre. Les Fremen, donc ce peuple qui vit dans le désert sur Arrakis, ils sont tellement intéressants. Le Bene Gesserit, cette espèce de faction religieuse et en même temps bizarre, dont on sait pas grand chose, c'est tellement mystérieux, t'as envie de savoir. On sent que l'auteur vraiment a construit quelque chose d'hyper béton et qui, moi, m'a tenue en haleine. Donc vraiment, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance. Je trouve que les intrigues politiques, elles sont pas d'une originalité incroyable, mais c'est pas spécialement pour ça que je lisais Dune, et en tout cas j'ai trouvé quand même que ça fonctionnait très bien. Enfin tout s'imbrique bien quoi, entre les enjeux écologiques, les complots politiques, etc., etc. Là où j'ai été vraiment perplexe avec Dune, et je l'ai pas trop ressenti au début de ma lecture, mais plus j'avançais et plus ça me choquait presque,
c'est les personnages. Alors je trouve que hormis Jessica et à la rigueur le docteur Yue quand on nous parle, surtout au début, j'ai l'impression que personne n'a d'émotion. Personne n'a d'émotion, c'est comme si personne n'avait d'âme, quoi, de cœur, je sais pas, c'est très étrange. Genre surtout Paul, qui est le personnage principal et qui est en train de vivre quelque chose de très très important pour lui, quelque chose qui va changer sa vie, c'est l'élu. Hein. Autant au début j'ai trouvé que c'était intéressant d'être dans son esprit, de connaître ses doutes, de connaître ses peurs, de connaître ses forces, ses faiblesses, autant plus on avançait dans l'histoire, je me disais, ce mec, c'est un robot ou quoi? Pour ceux qui ont lu Dune, moi j'ai lu que le premier tome, donc je ne peux parler que pour celui-ci d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais dans la dernière partie du roman, il se passe quelque chose dans la vie de Paul qui est très dur, qui est très sombre, qui est très grave, et genre le mec a zéro réaction. Et vraiment là sur la fin, je me suis dit non mais je suis complètement perdue. Il y a des personnages, par exemple Chani, donc qu'on n'a pas beaucoup vu dans le film puisque la meuf c'est un mirage, mais même dans le livre, enfin je sais pas qui c'est. Après voilà, c'était un premier tome, c'est peut-être pour ça aussi. Mais il y a plein de personnages qui m'ont paru tellement loin, tellement distants, et je n'ai pas du tout réussi, même pas à m'attacher parce que j'avais de l'attachement pour eux, mais j'arrivais pas juste à les comprendre en fait. Donc ouais, franchement, à part Jessica qui est un personnage vraiment aux 1000 dimensions, elle est badass, c'est une mère, c'est une concubine, c'est une femme accomplie, en même temps indépendante, elle a vraiment plein de facettes et elle est hyper intéressante. Et d'ailleurs j'ai trouvé l'actrice mais tellement géniale dans le film de Denis Villeneuve, Rebecca Ferguson je crois qu'elle s'appelle. Enfin, j'ai adoré ce personnage et je pense que juste pour elle, je serais capable de lire la suite. Mais ouais, pour vous dire, quand j'ai terminé cette première partie, donc avant de voir le film, je savais même pas si j'avais envie de continuer tellement... je me suis dit ouais, j'ai envie de savoir ce qui arrive au personnage, mais j'ai pas envie de me taper 800 pages de non-émotion quoi. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai trouvé que quand même, malgré ce petit point noir, c'était un très bon moment de lecture, une très bonne surprise, et comme je vous disais, vraiment l'univers pour moi, c'est ce qui a tout fait en fait. Ensuite, quand j'ai eu terminé Dune, qui m'a pris donc à peine 2 demi-journées à finir, je me suis dit bon bah j'ai toujours ce problème à la con là qui est que j'ai rien à lire, il n'y a rien qui me fait envie. Et donc du coup je me suis commandé un livre à la librairie parce que je voulais absolument en faire un vlog. Je vous parlerai de ce livre plus tard. Je ris déjà. Et comme ce bouquin a mis littéralement un mois à arriver à la librairie, je me suis pris un autre roman entre temps parce que j'allais partir 3 jours en vacances à la campagne et j'avais besoin d'un bon page turner, j'avais besoin d'un truc qui allait relancer la machine. Je me suis donc acheté Nuit d'été de Dan Simmons. Dan Simmons que j'ai découvert avec Hyperion, que j'avais beaucoup aimé, mais que je connaissais pas du tout dans son style... dans le style fantastique, un peu thriller, un peu horreur. Et mon dieu, quelle bonne surprise. Enfin, je suis pas surprise d'avoir aimé ce livre, mais c'était tellement bien. Nuit d'été, c'est du pur divertissement à mi-chemin entre un Stephen King et un Stranger Things. C'est un roman donc fantastique, un petit peu horrifique, dans lequel on va suivre une bande d'enfants. Au moment où le roman commence, c'est le dernier jour d'école. Leur école s'appelle Old Central, sorry. Et elle va être fermée puisque dans leur petit patelin, il n'y a plus assez d'élèves. Et de toute façon, l'école est tellement vieille qu'elle tombe à moitié en ruine. Donc en gros, ils vont la... je sais pas, ils vont la détruire je crois. Et tous les enfants de ce petit patelin, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, Elmhaven, vont être scolarisés dans la grande ville d'à côté. Sauf qu'il se trouve que
ce fameux dernier jour d'école, il y a un élève qui va disparaître. Il va aux toilettes, dans ces toilettes d'ailleurs, mais hyper glauques, rien que les premières scènes sont déjà genre fortes en atmosphère. Il disparaît, on ne le revoit jamais, et il y a une petite bande d'enfants dont sa sœur fait partie qui commencent à se poser des questions et qui sont persuadés que quelque chose ne va pas. Est-ce que c'est l'école qui est maudite? Est-ce que c'est les professeurs, les intendants, enfin est-ce que c'est le personnel qui a fait quelque chose? Est-ce qu'il y a des créatures surnaturelles? On ne sait pas, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que des choses très bizarres commencent à se produire, des choses très flippantes. Les enfants commencent à voir des trucs, à entendre des trucs. Tanguy sous roche. Pour le coup, ce roman, il est presque aussi gros que Dune, puisqu'il fait dans les 800 pages. Mais je l'ai dévoré à la vitesse de l'éclair. C'est vraiment le page turner qu'il me fallait et qui a su me redonner l'envie et le goût de lire, parce que vraiment j'étais arrivée à un point où plus rien ne me faisait envie. Et j'avais d'ailleurs vu passer ce roman sur la chaîne de Justine Schell, ça fait des années qu'elle l'a lu je crois. Ensuite c'est Loli qui en avait parlé dans un de ses vlogs, puisqu'elle l'avait trouvé d'occasion il me semble, avec une couverture horriblement kitsch que j'adore. Et c'est en voyant la vidéo de Loli que je me suis rappelé celle de Justine Schell et que je me suis dit ok, je pense que c'est le truc dont j'ai besoin, puisque je l'ai lu en plein été. D'ailleurs j'adore parce que souvent je commence des livres et il est fait mention de la date à laquelle se passe l'histoire, et ça m'arrive très souvent de commencer, enfin de lire cette date le même jour ou un jour très très proche, et là c'était le cas. On a une ambiance, une atmosphère qui sont hyper pesantes, glauques, flippantes, et que j'ai adoré. J'adore ce genre d'histoire un peu où on sait pas trop ce qui se passe au début. Ça me dérange pas de pas savoir ce qui se passe au début, ça me dérange pas d'être un peu perdue. Il y a peut-être quelques longueurs, je me souviens plus trop quand j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, vers le milieu je dirais. Mais à part ça, c'est quand même assez soutenu niveau rythme. Hormis, comme je vous disais, une petite période où le tempo s'allège un petit peu, j'ai trouvé qu'il se passait tout le temps des choses. On a cette petite bande de personnages qui sont donc tous des gamins qui sont hyper attachants, très intelligents, chacun à leur manière. J'adore la façon dont ils interagissent entre eux. On a ces adultes qui sont hyper flippants et dont on ne sait pas s'ils sont responsables ou non de la disparition du gamin qui s'est volatilisé au début. J'ai trouvé ça vraiment hyper divertissant, et par contre ça m'a fait rire parce que je me suis dit heureusement qu'on est aux États-Unis dans les années 60, parce que tu sais, genre les gamins ils ont tous piqué des flingues à leurs parents, ils parlent avec des talkie-walkie, c'est vraiment le truc genre à notre époque et en France. C'est pas possible, à part peut-être au fin fond de la campagne, s'il reste 2-3 fusils de chasse et encore. Mais ouais, c'est vrai que ça me faisait rire parce que c'est très américain d'avoir des flingues dans chaque maison, de se débrouiller, enfin de se débrouiller tout seul, non c'est pas très américain, mais c'est très le temps d'avant quoi, d'avoir les enfants qui pendant les vacances font leur vie, tu les vois pas de toute la journée, ils sont à vélo, ils vont à droite à gauche, enfin c'était vraiment très bien, c'était du bon fantastique, c'était aussi horrifique, et vraiment si vous aimez par exemple Salem de Stephen King, où j'avais un petit peu raconté le résumé à Cornelius, il m'avait dit ça fait penser à ça, avec cette petite bande d'enfants. Si vous avez aimé ce genre de choses, si vous aimez Stranger Things, vous pouvez dévorer ce pavé hein, qui se lit vraiment très facilement. Dans mon souvenir, il y avait juste quelques petits soucis de ponctuation. Je pense qu'une petite correction ne serait pas du luxe si un jour il y a une énième réédition. Mais ouais, c'était vraiment trop bien. D'ailleurs, Dan Simmons m'a brisé le cœur parce qu'il n'épargne pas les personnages, hein, même si c'est des enfants. Je vous jure, moi je suis rentrée dans ce bouquin, je me suis dit, je me fais pas trop de soucis, tu vois, ça se passe avec des enfants, et c'est vrai qu'en général, les auteurs et autrices, et enfin dans la fiction en général, je trouve qu'on a plus de scrupules à tuer les enfants, tu vois.
Et bah non, pas du tout, pas du tout. Et j'étais en mode oh my god, choquée. Mais en même temps, bah, ça n'ajoutait que du réalisme, donc franchement c'était très bien. Apparemment il y a une suite qui se passe des années plus tard et qui suit au moins un des personnages qui se retrouvent là-dedans. Je sais pas si on en retrouvera d'autres, mais du coup j'ai trop envie de la lire pour voir ce qui va se passer. Je crois que c'est Les Chiens de l'hiver si je me trompe pas. Et ouais, je connaissais déjà Dan Simmons dans son écriture très alambiquée d'Hyperion, et là je l'ai découvert dans quelque chose de beaucoup plus simple mais qui fonctionne tout aussi bien, et c'était génial. Ensuite, le fameux roman que j'avais commandé à la librairie est enfin arrivé. Ce roman, c'est The Paper Palace de Miranda Cowley Heller, que j'avais donc commandé sans rien en savoir parce que je me suis dit trop drôle, Paper Palace quoi, comme le nom de ma chaîne, viens je vais faire un vlog où je le lis juste parce qu'il m'a tapé dans l'œil à cause de son titre. Je ne lis pas le résumé, je ne lis pas de critique, je ne lis pas de review, je lis rien du tout. Et je découvre un livre vraiment à l'aveugle, un truc que j'ai jamais fait je crois. En tout cas pas depuis très longtemps. Donc j'avais commandé cette belle édition, je l'ai trouvée pas chère à ma librairie, ça a mis du temps à arriver, vraiment genre la hype était grande parce que plus j'attendais, plus je me disais putain j'ai hâte de lire, j'ai hâte de lire, j'ai hâte de commencer mon vlog. En fait je ris parce que si vous avez déjà vu mon vlog, vous savez que ce livre c'est un contemporain, comment ils appellent ça les Américains, c'est de la literary fiction. Enfin bon, nous on dirait que c'est de la littérature blanche, que c'est un contemporain. Ça se passe dans le Massachusetts. On suit une femme d'une cinquantaine d'années qui s'appelle Elle. Elle est mariée, elle a 2-3 enfants. Bon, elle a des enfants. Elle a la petite vie bien rangée, bien parfaite. Je crois qu'elle est professeure à l'université, un truc du genre. Son mec est journaliste. Voilà, ce sont de riches personnes privilégiées qui n'ont tout de même pas été épargnées par la vie, puisque ce qu'on nous dit c'est que elle porte un terrible secret qu'elle partage d'ailleurs avec son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Jonas. Jonas, le plus grand connard de tous les temps. Meilleur ami d'ailleurs dont elle est amoureuse depuis son enfance en fait, depuis qu'elle le connaît. Mais comme la vie c'est compliqué et que c'est vraiment difficile de se mettre en couple quand tout nous réunit et quand toutes les conditions sont là pour que les choses soient simples, c'est quand même difficile. Et du coup c'est bien, tu vois, de prendre des chemins alambiqués et de faire de sa vie un enfer chaotique en fait. Le jour où commence ce roman, on apprend que elle, qui est donc mariée, a enfin eu une relation charnelle avec son meilleur ami d'enfance, donc je sais pas, 40 ans plus tard, tu sais. Et là se pose enfin la grande question, que va-t-elle faire? Va-t-elle quitter son époux parfait sous tout rapport, ou va-t-elle rester avec lui et choisir la voie de la raison et faire taire la voix qui hurle en elle depuis 40 ans? Que va-t-il se passer? Mystère et boule de gomme. C'est un roman qui est écrit sur 2 temporalités. On a le présent où il vient de se passer ça, et on a des retours dans le passé qui nous apprennent un petit peu la vie de elle, et donc de Jonas par extension, puisqu'ils se connaissent depuis leur enfance, et on va découvrir au fur et à mesure ce terrible secret qui les unit. Que s'est-il passé? Pourquoi n'ont-ils jamais pu se mettre ensemble? Je vous le demande. Si vous n'avez pas vu le vlog dans lequel je découvre ce livre, je vous invite à aller le regarder. C'est un engagement puisque la vidéo est assez longue, mais les personnes qui m'ont fait leur retour n'ont pas été déçues. Donc j'ai envie de faire ma petite promo et de me jeter des fleurs en disant que vraiment ce vlog vaut le détour. Ah, je rigole encore. D'ailleurs, j'ai toujours pas répondu à vos commentaires sous cette vidéo. Il faut absolument que je le fasse, mais j'ai vu passer vos commentaires.
et vous vous êtes déchaînés. Je crois que j'ai rarement eu autant de réactions sous une de mes vidéos et je vous en remercie parce que vous m'avez fait rire. Oh là là, mais apparemment je vous ai fait rire aussi, donc voilà, tout le monde s'est fait rire. Mais ouais, vraiment merci parce que au moins je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien, puisque la vidéo vous a plu. Et d'ailleurs je pense que sa visibilité a été impactée parce que en fait ce livre touche à des sujets très sensibles. Trigger warning d'ailleurs, agression en tout genre. Et en fait cette vidéo a été... en fait je sais pas, je vous avoue, je suis une booktubeuse en carton, donc je sais pas si elle est totalement démonétisée ou si la monétisation est juste limitée. En tout cas je sais que ça a un impact sur les vues, mais visiblement elle s'en est bien sortie quand même cette vidéo parce que je m'attendais à pire. Je pensais qu'elle allait genre passer à la trappe et en fait ça va. Et vraiment vos commentaires, mais priceless. Merci. Mais en tout cas oui, peut-être que vous ne l'aurez pas vu passer et je vous invite à aller la voir pour mon avis. Après la débâcle The Paper Palace, je suis partie en vacances. Cette fois-ci je partais un petit peu plus loin que la campagne française et je voulais amener avec moi un livre poche qui soit facile à lire, que je puisse lire en une semaine. Mais sachant que, enfin je sais pas vous, mais moi quand je suis en vacances je lis 10 minutes par jour, hein. Ou alors quand je suis sur la plage, mais c'est tout. Donc il me fallait un roman court et je suis allée à la librairie, j'ai un petit peu cherché partout et au final j'ai jeté mon dévolu sur Blues for Irontown de John Barney, que j'avais beaucoup vu passer il y a 1 ou 2 ans sur Instagram surtout. Dans son format, dans son grand format chez De Noël. Moi j'aime beaucoup cette couverture un peu à la Blade Runner, mais avec un chien, je sais pas, ça m'a bien tenté. J'espère que vous n'entendez pas mon ventre qui gargouille parce que comme il est encore tôt, j'ai pas encore déjeuné et je commence à avoir vraiment faim. Écoutez, j'ai vraiment pas regretté mon choix parce que c'était encore une fois pile poil ce qu'il me fallait à ce moment-là. C'est un roman court puisqu'il fait, bon, il fait un tout petit peu plus de 300 pages, mais ça se lit pareil hyper vite et j'ai beaucoup aimé. Ici on suit un détective privé qui s'appelle Christopher Bach. Il travaille avec son chien. On est dans un futur lointain, proche, je ne sais plus, on est dans le futur où l'humanité a colonisé, il me semble que c'est la Lune, en tout cas c'est une planète ou un satellite qui s'appelle Luna. Il me semble que c'est la Lune qui a été aménagée tant bien que mal pour reproduire la Terre sous forme de dôme. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait ils ont reproduit des époques, des endroits, des ambiances terrestres différentes, un peu comme un Disneyland sur la Lune, mais où les gens vivent vraiment. Et Christopher Bach, il est donc détective privé sur cette planète où il vit sa petite vie. On apprend que quelques années auparavant, il y a eu un genre de révolution et une grande panne centrale. Vous imaginez qu'on est dans le futur, donc forcément toute leur vie en fait repose sur les technologies qu'ils ont inventées. Mais là où commence l'histoire, tout va bien, tout s'est résolu. On est d'ailleurs plutôt dans une utopie puisque les choses se passent vraiment plutôt bien. Il n'y a pas grand chose à déplorer. Jusqu'au jour où une femme entre dans le bureau de détective du Chris et lui dit qu'elle souhaite retrouver quelqu'un qui l'aurait volontairement, apparemment, infecté de la lèpre. Il faut savoir qu'on est dans une société où les maladies n'existent plus, il me semble, et du coup c'est devenu un petit peu la mode de temps en temps de s'injecter des maladies de peau par exemple, pour faire un peu comme à l'époque
pour faire un petit peu style, je sais pas. Donc par exemple, il y a des gens qui pendant quelques jours arborent de l'acné volontairement. C'est un choix. Moi je peux leur donner mon acné personnellement, il n'y a aucun souci. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'en gros ils ont tellement plus de problèmes que des fois ils se créent des petits trucs comme ça juste pour le kiff. Sauf que bien évidemment c'est interdit d'infecter les gens avec des vraies maladies que donc peut-être on ne sait pas comment soigner. Ce n'est pas légal, c'est un acte criminel et donc Chris est chargé de retrouver la personne qui aurait potentiellement infecté cette femme. J'ai fait le résumé le plus long et le plus nul de la Terre, tout ça pour un livre qui en plus dure 300 pages, mais en fait il se passe... Enfin, c'est pas qu'il se passe plein de choses, mais il y a plein de choses très intéressantes qui se passent là-dedans. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que ce pitch de base de détective, de maladie, de lèpre, de femme mystérieuse, c'est en fait l'arbre qui cache la forêt, qui va nous être révélé au fur et à mesure, et on se rend compte que l'histoire qu'on croit qu'on va lire en cache en fait une toute autre. C'est français ça ou pas? En fait ce que je veux dire par là c'est que moi je pensais vraiment que j'allais lire un début, un milieu et une fin sur cette histoire de lèpre, et puis l'auteur nous amène dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important, de beaucoup plus grave aussi. Je pense que ça peut déstabiliser puisqu'au final c'est pas trop ce à quoi on s'attend, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a montré un univers immense, très très bien réfléchi, hyper foisonnant. Et du coup je suis presque restée sur ma faim parce que 300 pages c'était pas assez pour moi. J'ai eu l'impression de lire une nouvelle alors que c'était quand même beaucoup plus long qu'une nouvelle. Et bon, encore une fois c'est un roman avec un milieu, un début et une fin, il n'y a pas de problème. Mais c'était tellement intéressant que j'avais envie d'en lire plus. Je sais d'ailleurs que l'auteur a écrit d'autres romans dans cet univers-là qu'on peut lire indépendamment, donc je sais pas si on retrouvera... je pense pas qu'on retrouvera les mêmes personnages, mais si on retrouve la même histoire de cet univers, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Comme souvent, comme toujours même dans la science-fiction, ça pose des questions que moi je trouve hyper intéressante et voilà, on a des thématiques qui sont abordées dans ce roman, encore une fois que je veux pas dévoiler pour pas vous spoiler, mais qui font réfléchir et c'est ça que j'adore dans la SF en fait, c'est que je suis à la fois divertie, à la fois questionnée, remise en question. Ça me fait réfléchir autant que ça m'amuse en fait, et voilà, c'est un très bon moment de lecture. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps et le montage va être infernal comme d'habitude. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous faites de belles lectures. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être toujours au rendez-vous, ça me fait super plaisir. Je vous dis à bientôt pour la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.